On peut aujourd'hui trouver dépassé le fait de qualifier le Grand Prix de Monaco comme l'un des challenges ultimes du calendrier du sport automobile. Avec des monoplaces plus fiables, avec plus d'adhérence que jamais et des pilotes mieux préparés grâce à des heures de travail sur des simulateurs, on peut penser qu'entre Grover Williams, qui gagnait la première édition du Grand Prix de Monaco en 1929, et Fangio, qui a gagné la première édition au championnat du monde en 1950, et Pérez, qui a gagné la dernière édition en Manche en 2022, il y a une galaxie de différences. Alors, pour la quarantaine de milliers de petits mordus d'histoire que vous êtes, et les quelques 28% supplémentaires qui ont compris que s'abonner à une chaîne YouTube, ça sert à rien, je vous propose un retour sur les plus grands vainqueurs de ce monument du sport automobile qu'est le Grand Prix de Monaco. En 1993 naquit une légende qui un jour créa une chaîne YouTube sur laquelle on trouva des émissions telles que de Fangio à Hamilton, le plus grand pilote du monde, ou une des préférées de tous les spectateurs de l'internet du YouTube, 2006-2010, 5 saisons, 5 champions du monde, une série qui n'aura d'ailleurs jamais de suite. Mais aussi en 93, Ayrton Senna gagnait son dernier Grand Prix en principauté et établissait un record de 6 victoires qui demeure inégalé. Après s'être révélé en 84 pour sa première saison lors d'une édition torrentielle, le Brésilien remporte sa première victoire en 87 dans une Lotus. Dans cette saison dominée par les Williams, Nigel Mansell prenait la pole position de Williams en 1 seconde 7 devant son coéquipier Nelson Piquet qui était 3e, ce qui est pas mal. Senna, lui, s'intercalait magiquement en 2e position à 6 dixièmes du Britannique. Dans une machine clairement inférieure au Williams Honda, Senna a reçu le coup de main du destin qui lui manquait avec l'abandon de Mansell pour enregistrer sa première victoire en principauté. En 88, Senna extermine tout dans une McLaren dominante, mais, déterminé à humilier Prost et à lui prendre un tour, il finira sa course dans le rail. Certains défendent que Senna s'est craché après que son patron lui a demandé de ralentir à la radio et que Senna il est tellement fort qu'il n'arrive pas à rouler lentement, mais si vous voulez mon avis, de 1, vous surestimez la docilité d'Ayrton Senna, et de 2, mon chien a mangé mes devoirs, c'est une meilleure excuse. En tout cas, de 89 à 93, il est invaincu. En 89, il écrase Prost sans se cracher cette fois, avec 52 secondes d'avance au drapeau à damier. En 90, il réalise un second grand chelem à Monaco, après avoir dominé et donné de faux espoirs à Jean Alesi en ralentissant dans le dernier tour à cause d'un problème moteur. En 91, c'est la Ferrari de Prost qui le prive d'un nouveau grand chelem, puisque c'est Prost qui enregistre le meilleur tour, mais comme en 90, il domine avant de ralentir dans les derniers tours suite à une baisse de pression d'essence. Et oui, Senna aime les victoires dramatiques à Monaco, et 92 ne sera pas exception. Dans une autre saison de domination Williams, non pas celle-là, nous vîmes Nigel Mansell avoir un niveau de loose digne de Nigel Mansell. Après avoir dominé l'épreuve, le Britannique fait un arrêt inutile en fin de course, sentant une défaillance mécanique imaginaire, symptomatique d'ailleurs chez les leaders de course. Senna en profite et se démène pour retenir le moustachu qui roulait 2 secondes plus vite que lui au tour avec des nouveaux pneus, et ainsi il égale au final le record de Graham Hill à 5 victoires. En 93, il prend donc sa 6e, après que Alain Prost en pole position ait subi une pénalité pour avoir volé le départ. Et après que sa Williams a calé au stand lorsqu'il purgeait sa pénalité. C'est le jeune Michael Schumacher qui hérite des commandes avant que sa Benetton ne rende l'âme. Avec 6 victoires en principauté et des prestations sensationnelles à chaque édition, Ayrton Senna est indiscutablement le roi de Monaco. Mais le premier roi du caillou est nul autre que le légendaire Graham Hill, sur lequel un certain Formule Blabla a sorti une émission à l'aube des 500 miles d'Indianapolis et des 24 heures du Mans qui ont aussi fait sa légende. Vous devriez sincèrement aller la voir parce que elle est pas très rentable. Elle est très bien, je veux dire. Graham gagne sa première victoire là-bas en 63, prenant la tête après le mauvais départ de Jim Clark. Graham Hill conserve la tête avant que l'Écossais ne le repasse au 17e tour. Au 78e passage, la Lotus de Clark doit abandonner sur problème de boîte de vitesse, juste un tour après Jack Brabham dans la même Lotus pour les mêmes raisons. Oui, j'ai dit 78e tour, chers spectateurs, parce que à l'époque, Monaco, c'est 100 tours. Non, je veux dire, c'est 100 tours. 100, pas 100. C'était pas fait exprès, ça. Graham n'est peut-être pas Senna, mais il remporte la course avec un chrono de 2h41 minutes et 50 secondes. Évidemment, sans interruption. Les voitures allaient certes moins vite, mais c'est 2h40 de course à Monaco.
C'était un autre temps où la fiabilité était maître et Graham démontre sa sagesse mécanique à nouveau en 64. Luttant pour le podium contre Dan Gurney et Jack Brabham, un problème pour Clark en tête de course ouvre la possibilité de jouer la victoire. Brabham et Gurney abandonnent et c'est Hill qui gagne. Mais Graham, il se contente pas de rouler à l'économie et d'attendre que les autres abandonnent pour gagner. En 65, il fait la pole et domine l'épreuve, mais au premier quart de course, il sort à la chicane du port à la sortie du tunnel, surpris par un retardataire. Obligé de sortir de sa voiture, la marche arrière elle était très manuelle à l'époque, il recule sa bagnole, il revient en piste, et il est retombé en 5e place. Il s'en va accueillir ses rivaux les uns après les autres, avant de voler la tête de course à Lorenzo Bandini au 64e tour, pour s'imposer une 3e fois consécutive en principauté. La 4e victoire de Hill arrive en 68 et contribuera non seulement à son second titre en fin de saison, mais elle aura aussi une portée hautement émotionnelle, puisque l'épreuve se tient quelques semaines après la mort de ses coéquipiers Jim Clark en Formule 2 et Mike Spence aux 500 miles d'Indianapolis. Sa dernière victoire à Monaco et en Formule 1 au passage arrive en 1969, après un double crash terrible en Espagne à cause d'une défaillance mécanique pour les 2 Lotus pour lesquels il roule à présent. Parti 4e de ce Grand Prix, Hill se débarrasse de Beltoise et compte sur les abandons de Chris Amon et de Jackie Stewart pour prendre la tête de course et enregistrer donc l'absurde record de 5 victoires à Monaco. On dira qu'il a eu pas mal de réussites, mais n'oublions pas que dans ces années-là, rallier l'arrivée était déjà très loin d'être acquis. Une autre immense légende qui a égalé le record de 5 victoires à Monaco, c'est Michael Schumacher. Sa première victoire monégasque est hautement symbolique, car après 5 victoires de Senna en principauté, Schumacher prend la relève, et ce, le Grand Prix suivant la disparition du Brésilien à Imola. À bien des égards, le Kaiser est l'héritier générationnel de Senna, et cette première victoire à Monaco voit aussi son premier grand chelem. Il domine avec autant de force que Ayrton Senna en aura été capable. Sur une note un petit peu plus sérieuse, parce que là je trouve qu'on s'éclate beaucoup trop, la mort de Clark, de Spence, de Ratzenberger, de Senna, tout ça, on va aussi rappeler que lors de ce Grand Prix de Monaco 94, il y a eu une dramatique série noire pour la Formule 1, qui a continué puisque le jeune Karl Wendlinger s'est crashé à près de 280 km/h, heurtant sa grande tête contre des conteneurs parce qu'il était très grand. Il a fini dans le coma pendant plusieurs mois, il s'est remis lentement mais il va pas rouler en Formule 1 avant un bon moment. En fait, il va revenir en 95. Donc tu l'as compris, l'ambiance n'était pas trop à la fête en Formule 1. Schumacher gagne à nouveau en 95, après que Damon Hill ait enregistré la pole 6 dixièmes devant l'Allemand. Bloqué par des retardataires, Damon se fait battre à la stratégie par Schumacher, qui avait prévu un arrêt de moins. En 97, cette fois chez Ferrari, il s'intercale entre les Williams de Frentzen et Villeneuve, lesquels font le choix catastrophique sous la pluie de ne pas chausser de pneus pluie au départ de la course. C'était un petit peu donné, mais Schumacher a tout de même pris la tête dès le départ et ne l'a pas lâché jusqu'au drapeau à damier, ne manquant que la pole position pour faire un second grand chelem en principauté. Pour son 4e succès à Monaco en 99, Schumacher part à nouveau 2e derrière la McLaren de Häkkinen, qu'il va dépasser tout de suite au départ. Häkkinen va passer sa course à lutter contre les Ferrari, mais les Ferrari étaient beaucoup plus rapides en rythme de course, et il va même finir par perdre du terrain et céder sa 2e place à Eddie Irvine, qui va donc conclure un doublé pour la Scuderia. Et Schumacher va donc égaler le record de Graham à 5 en 2001. Une nouvelle fois, il va partir de la 2e place parce qu'il adore ça visiblement. Cette fois-ci, c'est David Coulthard qui avait fait la pole dans une McLaren, mais ce dernier a été victime d'un problème électronique au départ. Schumacher va mener tous les tours, ne cédant que face à son coéquipier Rubens Barrichello lors des passages au stand. 4e sur la liste des plus grands vainqueurs de Monaco avec 4 succès, Alain Prost aime beaucoup le chiffre 4 et s'inscrit toujours discrètement parmi les records les plus prestigieux. Il prend sa première en 84 depuis la pole position sous un torrent qui forcera l'interruption définitive de la course après 31 tours. Lors de ce Grand Prix, Prost a perdu la tête de course face à la Lotus de Nigel Mansell, incroyablement rapide aussi dans les rues monégasques, mais Mansell va se faire piéger quelques tours plus tard, et c'est Ayrton Senna et Stefan Bellof, de jeunes espoirs dans des voitures habituellement médiocres, qui vont faire le show, enregistrer les meilleurs tours et remonter sur le pilote français jusqu'à l'interruption du Grand Prix.
Qualifié 5e en 1985, Prost remonte vite et joue aux avant-postes avec Senna, Mansell et Alboreto. Le Brésilien a l'avantage avant que son moteur Renault ne parte en fumée, la Ferrari d'Alboreto mène, mais le pilote italien décide de toucher un trottoir et de crever son pneu. Il sauve la 2e place malgré tout, mais la victoire revient donc à celui qui gagnera son premier titre, enfin, en fin de saison. En 1986, Prost s'impose, mais cette fois sans vraie concurrence. En piste du moins, parce que Mansell, son rival pour le titre, était 2e sur la grille, devant Senna, mais ce dernier ne terminera que 4e, permettant au pilote McLaren de marquer des points très importants dans ce qui a été certainement l'une de ses plus belles campagnes mondiales. La dernière du Prost-Facer arrive en 88, nous en parlions plus tôt lorsque Senna essayait d'élargir la trajectoire de course dans le rail, ce qui n'a pas vraiment marché. Senna lui a donné une leçon de pilotage ce week-end-là sur ce tracé qu'il maîtrisait mieux que n'importe qui, et Prost lui a donné une leçon sur comment ramener sa voiture à l'arrivée. Après cet humble hommage aux pilotes qui ont le plus gagné à Monaco, je vous propose de nous attarder sur une ribambelle de grands champions qui ont tous 3 victoires sur ce tracé. Mais bon, vu qu'on va pas non plus refaire tous les grands prix de l'histoire, même si j'en serais capable, je suis en train de me dire, je vous propose de nous intéresser à chacune de leurs plus belles victoires, ou du moins ma préférée de ces 3 belles victoires. J'en profite aussi pour vous dire que tout ceci, vous pourrez retrouver ce résumé sur le site formule-blabla.fr. Stirling Moss. On va commencer avec Stirling Moss. Je disais qu'on avait d'autres grands champions. Bon, pas de bol, Stirling Moss, il est pas champion, mais il n'empêche que le légendaire pilote anglais, même s'il n'a jamais eu la couronne qu'il méritait tant, il a remporté 3 de ses 16 victoires en principauté. Et si vous me demandez, pour moi, Moss, il a atteint le pic de sa carrière en 1961. Il termine 3e au championnat derrière les imbattables Ferrari. Et pourtant, là, notez bien, parce que là, c'est un de ces moments où il faut vraiment s'accrocher, tu vois, pour vraiment pleinement apprécier la mesure des chiffres que je vais te balancer. Donc, je disais qu'il a remporté 2 grands prix dans sa Lotus 18 sur cette saison de championnat du monde de 1961. Et sur la saison, il a remporté 9 autres courses hors championnat, mais en Formule 1 du coup, ce qui fait qu'il a remporté sur une saison un total de 11 victoires sur une année de Formule 1. J'ai envie de dire, même aujourd'hui, c'est des trucs que tu vois pas trop, tu vois, c'est le record jusqu'à ce que Verstappen déboule sur les saisons à 25 Grands Prix, le record était à 13. Et c'était établi par des Schumacher-Vettel, des gars qui avaient dominé. Là, Moss, il t'a fait ça en 1961. Dans 3 équipes différentes de mémoire, si je dis pas de bêtises. Bref, assez de digression. Parlons de cette édition 1961. Il avait une voiture plus agile en principauté par rapport au Ferrari, puisque Monaco, on peut pas autant profiter du moteur, et forcément les Ferrari avaient un avantage réduit, mais le fait est qu'elle restait favorite. Il a pris la pole position devant la Ferrari de Richie Ginter et devant son coéquipier Jim Clark, donc dans une autre Lotus. Mais avant le départ de la course, et c'est là que c'est marrant, on a remarqué une fissure dans le châssis de Stirling. Perdu pour perdu, les mécanos ils se sont dit on enlève le panneau endommagé de la Lotus. Donc parce que voilà, les bagnoles à l'époque c'était pas une seule pièce au niveau du châssis, c'était plusieurs morceaux, et du coup ils ont enlevé ce panneau de la Lotus, ce qui a permis aux spectateurs, et ensuite avec ces photographies que nous allons voir, ça nous permet de voir cette image insolite, de regarder les jambes d'un pilote de Formule 1 en plein effort, c'est formidable. Sans parler des potentielles perturbations que ça peut avoir sur la voiture, parce que quand même, on parle d'un gros trou dans la bagnole, là. Richie Ginter dans la Ferrari prend donc la tête au départ, mais le peloton reste très groupé entre Moss, Bonnier, Gurney et Phil Hill. Suite à une bête erreur, Richie Ginter cède les commandes de la course à Stirling Moss, mais le duel était loin d'être gagné, avec les Ferrari de Phil Hill et Richie Ginter qui le harcèlent jusqu'au 100e et dernier tour. Moss remporte le Grand Prix 3 secondes devant le pilote américain, enregistrant donc sa 3e et dernière victoire à Monaco, et l'une des plus belles de sa magnifique carrière, injustement récompensée. Il serait bien triste de ne pas avoir le plus grand pilote de sa génération parmi les vainqueurs à Monaco.
Jackie Stewart devenait le premier vainqueur de l'ère 3 litres, ici même en 66, mais pour sa seconde victoire en principauté en 71, Jackie a enregistré l'une des plus belles victoires de sa carrière, digne des plus grands rois de Monaco. Gagnant 25 secondes devant la Lotus de Ronnie Peterson, Stewart enregistre un grand chelem avec pole position, meilleur tour, victoire, en ayant mené les 80 tours de l'épreuve. Donnait lieu à un merveilleux film que je ne peux que recommander une énième fois de regarder. Vraiment. When I climb into a racing car, it's like a guy being given an injection. The slowest way round Monte Carlo is the fastest way. Now you're going into the tunnel. Nul monégasque n'a jamais remporté son Grand Prix national en championnat du monde. Si Nico Rosberg roulait sous les couleurs allemandes, il revendiquait fièrement avoir grandi dans ces rues et considérait ce Grand Prix comme le sien. Et si la saison 2013 voyait la domination mondiale de Red Bull et Sébastien Vettel, Nico Rosberg était une des petites stars aux avant-postes, tenant la dragée haute à son nouveau coéquipier Lewis Hamilton et ayant enregistré 2 pole positions à Bahreïn et en Espagne. Malheureusement, Mercedes usait énormément ses pneumatiques et Rosberg était alors impuissant pour défendre ses chances. Mais après des tests privés très controversés avec Pirelli en Espagne, Rosberg enregistre sa 3e pole de la saison à Monaco, 91 millième devant Lewis Hamilton, preuve que cette Mercedes marchait très bien sur un tour. Sur un tracé moins abrasif et où dépasser particulièrement délicat, Rosberg a tenu bon, résistant à la pression d'une voiture de sécurité et plus tard d'un drapeau rouge, pour mener l'ensemble des 78 tours devant les 2 Red Bull très pressantes de Vettel et Webber. Rosberg gagnait son second succès en Formule 1 et envoyait un signe de ce qui était à venir à tous ceux qui doutaient de lui. De son premier jour en Formule 1, Lewis Hamilton n'a jamais caché sa passion pour Ayrton Senna. Gagner sur le circuit qui capturait la quintessence de sa grandeur était hautement symbolique pour le jeune Britannique. Ce qu'il parvint à faire pour seulement sa 2e saison, au bout d'un chaotique Grand Prix de Monaco 2008 que la Formule 1 vient de rediffuser, enfin pas hier mais voilà, qu'ils ont rediffusé. Qualifié 3e derrière les 2 Ferrari, Hamilton passe Raikkonen au départ, mais au 5e tour, Lewis clip sa McLaren dans le rail au bureau de tabac, le forçant à ravitailler, tombant en 5e place. Mais dans un Grand Prix qui vit tous ses plus grands rivaux, Raikkonen, Alonso et Massa, commettre eux aussi des erreurs, Hamilton s'est très vite ressaisi, dépassant la BMW de Kubica, leader de course. Lors de la phase des ravitaillements, Hamilton s'est emparé des commandes et ne les a plus jamais rendues, remportant ainsi la première de ses 3 victoires à Monaco de la plus belle des manières. Et avant de nous quitter, je me permets quelques petites mentions honorables. Déjà, comment ne pas nommer la première victoire du parrain de la Formule 1, Juan Manuel Fangio, qui s'est imposé 2 fois à Monaco, mais sa première en 1950 a tout de suite posé les bases de ce qui était à venir avec un grand chelem et terminant un tour devant Alberto Ascari. Je sais qu'il y en a parmi vous à qui ça fait toujours plaisir de rappeler qu'il y a eu des très grands pilotes français dans l'histoire, donc parlons aussi de Maurice Trintignant, qui a remporté ses 2 seuls Grands Prix de Formule 1 ici même à Monaco, et qui était d'ailleurs le premier pilote français à gagner en Formule 1. Rapide dédicace évidemment à Niki Lauda, qui a remporté ici 2 Grands Prix en 75 et 76, et je vais ensuite me permettre de remonter jusqu'à David Coulthard, jamais sacré, jamais vraiment un candidat au titre sérieux, mais David Coulthard a quand même été redoutable ici en principauté, puisqu'il a aussi gagné à 2 reprises. Sa première vient en 2000, certes grâce à l'abandon de Michael Schumacher en course. En 2001, je le mentionnais plus tôt, il a réalisé la pole position, mais sa voiture lui a fait défaut au départ, et en 2002, il a volé la tête de course à Montoya au départ, et mené l'intégralité du Grand Prix. Mais ce jour-là, les choses étaient loin d'être faciles, et le fait d'avoir nul autre que Schumacher 2e à tout juste 1 seconde de lui à l'arrivée devrait réussir à vous convaincre que c'était vraiment pas facile. À l'instar de David Coulthard, Mark Webber s'est illustré à de nombreuses reprises à Monaco, prenant ici son premier podium, 2 gros points dans des équipes médiocres, et son premier de ses 2 succès en 2010. Dans un Grand Prix marqué par 4 interruptions, l'Australien n'a jamais été perturbé et s'imposait en réalisant l'impensable aux yeux du monde, prendre la tête du championnat du monde à Sébastien Vettel, son coéquipier, et se présenter comme un challenger au titre crédible. Il est d'ailleurs au passage, et j'espère que la stat continuera à durer, il reste à ce jour le pilote Red Bull qui a le plus gagné à Monaco.
Drop, je prends mon micro et je le drop. Mais je fais attention parce que il est... voilà. Sébastien Vettel s'est aussi imposé à 2 reprises ici, la première en 2011 dans une très belle course avec sa Red Bull qu'il a terminée avec des pneus détruits, et en 2017 remportant une sublime victoire dans la Ferrari menant un doublé. Et une petite note fanservice pour terminer avec les vainqueurs, parce que je sais qu'il a pas mal de fans par ici et partout à travers la communauté F1, Daniel Ricciardo qui a quand même remporté un magnifique Grand Prix en 2018 et qui avait une saveur particulière après sa très grosse déception en 2016 où il a perdu la course à cause d'une erreur du garage Red Bull. Et je vais parler maintenant de pilotes qui n'ont jamais gagné ici. On l'a beaucoup mentionné lorsqu'on parlait de l'ère Prost-Senna, donc je vais glisser un petit mot sur Nigel Mansell. Il a jamais gagné en principauté, mais il y a déjà démontré toute l'étendue de son talent ici. Pour sa première participation en 81, il s'est qualifié 3e dans une modeste Lotus. En 84, je l'ai mentionné, il était en première ligne sur la grille et il a pris la tête de course à Alain Prost avant de se crasher. C'était Mansell, c'est sa spécialité, mais on va dire que aussi les conditions étaient piégeuses. En 85-86, il est qualifié en première ligne et il finit pas sur le podium. En 87, il abandonne depuis la pole et sa dernière vraie chance, j'en ai parlé, c'est en 92 lorsque il nous a fait du Mansell et qu'il s'est arrêté pour rien au stand et qu'il a fini 2e. Mais je parle des rois de Monaco, alors je vais conclure cette émission en parlant du roi de la Formule 1. Ouais, je le dis, j'ai pas honte. Jim Clark qui n'a jamais eu de chance sur le rocher, et une victoire ici est certainement ce qui manque le plus à son magnifique palmarès. Mais c'est ici que le plus grand pilote de son temps enregistrait la première pole de sa carrière en 62. Après un problème d'embrayage au départ, il remontait et luttait contre Graham Hill avant d'abandonner au 55e tour. Idem en 63 où il abandonne au 78e. En 64, il a perdu la tête de course en fin d'épreuve à cause d'un problème moteur. En 66, à nouveau poleman, il chute à cause d'un problème et puis il abandonne à cause d'un problème de suspension comme en 67. Et la seule édition qui manque à Jimmy parmi celles que j'ai mentionnées, c'est celle de 65, édition qu'il snobait pour aller remporter les 500 miles d'Indianapolis. Et vu la poisse qu'il avait en principauté, c'était pas une si mauvaise idée que cela. Encore une fois, vous retrouverez un condensé de toutes ces informations statistiques et de mon opinion sur l'article que je mettrai en description. Donc je m'en arrête là, merci à tous de m'avoir supporté. Ce week-end, c'est donc Grand Prix de Monaco. Je vous souhaite donc à toutes et tous une très bonne purge. J'espère que la vidéo va mal vieillir.